C'est un jeudi noir à Canal 2 International. Notre collègue ami entame depuis 14 heures la marche vers l'éternité. C'était notre ami, comme je le disais, l'opérateur de prise d'image à Canal 2 International, notamment à la base de Yaoundé, Bertrand Tassé dit Turbo. Il laisse derrière lui un héritage professionnel et son éternel sourire. Turbo, plus qu'un collègue, c'était l'ami de tout le monde qui manquera certainement à tous, que ce soit à Yaoundé, à Douala et dans les autres régions du Cameroun. Nous lui dédions d'ailleurs cette émission du débrief de l'actualité, tout en rappelant que la levée de corps a eu lieu aujourd'hui à 14 h à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Tout à l'heure à 20 h également, ce sera la veillée, la grande veillée à la chapelle Etoudi Sanctuaire Marie Médiatrice. Et puis l'inhumation, ce sera donc samedi à Balessin, à Tchang, à son village natal. Toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée. On reviendra certainement sur les moments passés à Yaoundé aux côtés des personnalités et collègues venus entamer ce voyage vers l'éternité avec lui. Nous lui dédions donc cette émission, le débrief de l'actualité. Et puisqu'on doit garder le sourire, puisque Bertrand Tassé Turbo aimait bien sourire, on va poursuivre avec l'actualité au Cameroun. Où en est-on avec la vie chère dans notre pays après les promesses faites par le gouvernement camerounais? Et pour en parler, nous avons une dame qui a fait son retour dans le débrief de l'actualité. Elle est présidente des commerçants détaillants du Vouri, présidente de l'association des commerçants dynamiques du marché de Mbopi. C'est l'un des plus grands marchés de l'Afrique centrale. Elle est, vous la connaissez certainement au regard de ses combats pour le mieux-être des populations. Alice Maguedjo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille et toutes mes condoléances à la famille de ces caméraman que j'ai connu moi aussi, et franchement que Dieu lui réserve la meilleure part. Bonsoir à Marlise, la princesse, et bonsoir à mon copanéliste. Comment vous allez? Comment va le marché Mbopi? Ben, nous allons au rythme du Cameroun. Depuis le matin, je suis rentrée sans lumière. J'ai encaissé plusieurs phobies parce que je ne pouvais pas tester. Et imaginez-vous un marché comme celui-là, déjà assez physiquement très étouffé, et qu'on n'ait pas la possibilité même de se ventiler. Et voilà le rythme. Est-ce qu'on peut dire qu'on va bien? Non, on ne va pas trop bien parce que il n'y a toujours pas de toilettes publiques au marché Mbopi. Les drains ne sont pas toujours curés à la moindre pluie. Toutes les boutiques sont inondées au bloc 1. Il n'y a pas une seule lampe publique dans le plus grand marché dit de l'Afrique centrale, donc de notre pays. Comment seraient les autres marchés si le plus grand n'a pas une seule lampe publique? Voilà donc un peu le décor planté et vous pouvez en déduire si nous allons bien ou pas. On espère que les 60 MW annoncés dans le réseau interconnecté Sud, ça pourra venir dans quelques jours soulager la vie des commerçants au marché Mbopi. Et peut-être Douala Clean pourra faire un tour là-bas avec Marlise Douala Belle, femme politique du RDPC, ex-députée de la Nation, des femmes dynamiques qui sont engagées pour rendre la ville de Douala propre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir convié. Bonsoir Alice. Merci. Bonsoir mon fils Nguepi. Aux couleurs. Bon, ben, c'est un plaisir une fois de plus d'être sur ce plateau et échanger avec les personnalités que vous avez conviées. Vous allez aller à Mbopi procurer à niveau là? C'est possible, mais c'est qu'il y a une équipe organisée parce que nous sommes organisés par secteur. Moi, je suis plutôt du côté de Douala Premier, Mali. Donc, il y a d'autres équipes qui se déploient de ce côté-là. Mais c'est de ce côté-là dont je pense que Alice ne ment pas. Ce sont des chantiers difficiles. Mais on a constaté que les femmes de Women Clean City n'ont pas peur
des chantiers difficiles. On espère que dans cette opération pilotée par le gouverneur de la région du littoral, on pourra aller de ce côté à Mbopi pour voir ce qui se passe concrètement et permettre également même aux agents des NEO de pouvoir aller installer ce qu'il y a à faire dans le grand marché d'Afrique centrale pour éviter que les commerçants puissent subir ces difficultés-là. Retour également dans le débrief de l'actualité, ça faisait longtemps. Il pensait qu'on l'avait blacklisté, mais il est de retour. Secrétaire régional à la communication du SDF Région Littorale, Alex Ngepi, bonsoir et bon retour. Bonsoir Lily, bonsoir à Honorable, que j'ai eu le plaisir de partager plusieurs plateaux avec elle, ainsi que Madame la Présidente. Nous avons partagé également plusieurs plateaux. Bonsoir puis au chairman John Fundi, aux sociodémocrates qui nous sommes actuellement, il y a une conférence que nous organisons aujourd'hui et demain du côté de Bonanjo, donc de la Kaotel, nous sommes réunis de ce côté-là. Mais avant tout, si vous me permettez, je voudrais faire une petite précision sur le 20 mai, et c'est important parce que notre président régional de l'extrême nord, Monsieur Mohamed Baka, il a fait un communiqué. Nos militants ont été empêchés de défiler là-bas. C'est important qu'on le sache. Le sous-préfet de Mora, commissaire, gendarmerie, ils ont imposé au SDF qu'il fallait que nous portons l'effigie du plan de la République pour défiler. Alors, face à ce refus, donc, nous avons décidé de ne pas défiler. Et le président régional a sorti une note où il a agressé au sous-préfet, où il regrette cet incident-là parce que du côté de Yaoundé, nous avons défilé et en aucun moment le président était présent, celui qui incarne l'état du comité présent, et on n'a pas imposé au SDF de porter l'effigie du président public. C'est au RDPC de lui faire entendre parti politique, mais non aux formations politiques. Donc nous espérons que le sous-préfet de Mora ne fera plus de telles incongruités, qu'il va respecter les partis politiques et qu'il va rester dans le cadre de l'administration tel qu'il est. D'accord, on va rester justement à Marois. Je vais demander l'avis de notre aînée Alice Maguedjo sur ce plateau, puisqu'elle suit également l'activité politique. On a vu suffisamment dans les forums en parler. Il y a cette ordonnance, la Cour d'appel de l'extrême nord ordonne la suspension du congrès du PCAN prévu pour les 25 et 26 mai à Marois, jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendant devant le tribunal de première instance de Kailé sur la nullité du congrès ordinaire des Guidigis du 11 mai 2019. Donc finalement, il n'y aura plus de congrès du PCAN. C'est vrai que je me suis toujours refusée. Avant tout, il faut que je rectifie. Je suis un peu plus ronde que la princesse Marlise, mais c'est mon aînée, elle. Je ne suis pas l'aînée du plateau, c'est elle. Je lui remets son droit de naissance. C'est pour moi, je parle pour moi. Ton aînée. Oui. Ok, d'accord, je suis ta mère même d'ailleurs. Donc voilà, je me suis toujours refusée de me prononcer sur les causes politiciennes, mais c'est quand même récurrent de savoir que nous régressons en ce qui concerne la démocratie. Donc moi, je pensais que dans la démocratie, on devait laisser le soin aux gens de pouvoir s'organiser eux-mêmes et de pouvoir choisir leur leader. Je ne comprends pas pour quelle raison on refuserait à un parti légalisé de pouvoir faire son congrès. À quel moment il pourra donc s'exprimer, à quel moment il pourra s'organiser d'une manière interne, à quel moment donc est-ce que nous sommes dans une démocratie encore? Si ce n'est pas le cas, qu'on revoie la Constitution et on parle d'autre chose. Si nous sommes dans un environnement démocratique, je souhaite qu'on ne soit pas toujours en train de frustrer les uns et les autres de pouvoir s'exprimer. Donc quand je pense que quelqu'un comme l'honorable Cabral, qui a été un jeune que tout le monde a admiré et qui avançait était déjà une référence pour nous. On parlait aux jeunes en disant voilà un jeune qui a pu se démarquer, qui a pu s'engager, parce que le plus dur au Cameroun c'est de s'engager quelque part. Donc de ces frustrations, si les autres ne trouvent pas que ce qui a fait l'arbre sec fera l'arbre vert un jour, moi, je ne suis pas trop favorable à ces différentes frustrations, quoi. D'accord, on reviendra certainement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le temps pour moi de demander à Marlise, il y a également cette sortie du ministre de l'administration territoriale pour la Tangadia. L'attention du ministre de l'administration territoriale a été appelée depuis quelque temps sur les dérives graves de certains acteurs politiques de l'opposition en quête de notoriété.
notoriété. Ils occupent l'espace médiatique et les réseaux sociaux pour diffuser des messages tendancieux et anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public, discréditer l'État et provoquer des remous sociaux à des fins égoïstes. Un rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale, une fois de plus, aux acteurs et leaders politiques qui, d'une façon ou d'une autre, à travers le langage, pourraient participer au trouble à l'ordre public et, pourquoi pas, discréditer également l'image du chef de l'État. Je voudrais d'abord rassurer Alice, tu portes très bien ta randonnée, tu donnes envie. Donc, vraiment. Et deuxièmement, je revendique ma place d'aîné. Ah ça, je le savais. Je le savais. Maintenant, concernant ce qui se passe dans notre pays et ces rappels à l'ordre qui paraissent importants, c'est qu'à un moment donné, il faut éviter qu'on ait l'impression qu'on est dans la tour du roi Béton. Il y a un processus qui est en préparation. Ce processus, ce sont les élections. Elles vont se dérouler. En attendant, il y a une organisation, il y a un président de la République avec tout ce que cela comporte. Et ça serait un peu maladroit qu'on donne l'impression que certains acteurs peuvent se permettre de s'ériger en chef de l'exécutif, en chef du parti Cameroun, parce que là, à ce moment-là, je parle du parti Cameroun. Non, cette interpellation, je pense qu'elle a certainement du sens et elle repose sur un certain nombre de dérives qui ont été soulignées ou enregistrées par le MINAT. J'espère simplement que les différents acteurs, chacun jouera sa partition et restera dans son couloir. Et puis on a tout fait de parler de Cabral Libye, de les nommer de façon directe avec Maurice Kamto, rappel à l'ordre comme ça, directement en regardant cette sortie du ministre Paul Atangandi, qui on présente Cabral Libye, qui aurait tenu ces derniers temps des propos désobligeants à l'endroit du chef de l'État, et le ministre pense que cela doit cesser. On voit également dans cette sortie Maurice Kamto, membre du gouvernement, qui précise que la formule dans les discours camerounais, mes chers compatriotes, est réservée exclusivement au chef de l'État. On a tout fait directement de positionner ces deux personnages-là dans ce communiqué du MINAT. C'est la même impression? Oui, je pense que M. Tangi veut tripolariser la scène politique camerounaise, c'est-à-dire il fait la publicité gratuite à Maurice Kamto et à Cabral Libye. C'est-à-dire il les fait passer pour des opposants. L'impression qu'on aura, c'est que M. Kamto et Cabral Libye luttent contre le gouvernement. Donc, ils sont des opposants. Et je pense que c'est fait haïtien. Parce que venir faire une telle publicité, sachant que les populations vont naturellement se retourner vers eux en disant qu'ils sont les opposants. Alors, oui, c'est... Non, pas les opposants. Non, je dis bien, il veut tripolariser la scène politique, c'est-à-dire qu'il veut faire croire qu'il y a le RDPC, il y a Cabral Libye, il y a Maurice Kamto. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, nous qui sommes du SDF, l'UDC, c'est laisser croire que voilà, nous ne sommes pas... Vous n'existez pas. Oui, devant les opposants. C'est laisser croire que nous sommes en train de jouer leur jeu. Ce qui est faux. La réalité, c'est que monsieur attend, je les rends service. Parce que quand vous lisez ce communiqué-là, vous vous posez la question, quand on nomme quelqu'un ministre, est-ce qu'on utilise son cerveau, on passe par autre chose? Je ne sais pas. Parce que... Il faut respecter quand même que... Oui, d'accord, j'arrive, je le respecte, mais il doit respecter le peuple camerounais. Parce que ce communiqué, on a l'impression que c'est une discussion entre copains, deux copains, grands frères, petits frères qui se discutent à la maison familiale et ils se mettent à s'engueuler. C'est une engueulade. Parce qu'il n'y a rien de consistant dans ce communiqué-là. Il n'y a rien... Quand il parle d'incarner les institutions, mais... Le respect des institutions. Mais j'arrive. Chaque institution, il oublie que les institutions sont indépendantes. Le principe des séparations des trois institutions, que la justice est indépendante, que le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir exécutif et que le président de la République, Paul Biya, incarne le pouvoir exécutif. C'est bien écrit dans notre loi fondamentale. Donc, quand il dit que le président de la République incarne les institutions, c'est qu'il veut donc dire qu'ils ne sont pas en démocratie. Et vraiment, il faut aussi lui dire que l'autorité de l'État est exercée par deux entités, le président de la République et le Parlement.
les sénateurs et les députés. L'honorable ici, quand elle était en fonction, elle incarnait l'autorité de l'État. Au même titre que la République, c'est écrit noir et blanc dans notre constitution. C'est une loi qu'on doit respecter. Donc, venir traiter, parce que quand on lit son communiqué, il a à la limite traité M. l'honorable Karalemi de voyou. Au contraire, dans un pays sérieux, attends, j'aurais démissionné. Vous ne pouvez pas traiter un élu de la République, laissons le cadre du parti politique, mais un élu, un député de voyou. D'accord. Alors qu'il incarne l'autorité. Le respect que M. Tanji a pour Paul Biya, il doit avoir le même respect pour les députés. Donc j'espère que M. Tanji va se recadrer et qu'il va comprendre qu'il a fauté. Et à la limite, il désacralise la fonction ministérielle. Aujourd'hui, on a l'impression qu'être ministre au Cameroun, il faut être voyou pour être ministre. On se dit, si vous êtes un homme politique sérieux, il faut parler en respectant les institutions. Hein, d'accord, on va le respecter. Merci, hein, c'est un sujet qui fera certainement la une de l'actualité dans les prochains jours au regard de ce qui va se passer. Mais toujours est-il qu'il y a un problème sérieux parce qu'on parle beaucoup de football, on parle beaucoup de choses, mais le panier de la ménagère continue à maigrir dans nos foyers. Les familles souffrent, les familles pleurent. Vous avez suivi d'abord le premier cri de cœur de Alice Maguedjo sur ce plateau. Je voudrais vous demander, donc vous qui êtes dans les marchés, comment se portent les produits de première nécessité? Le panier de la ménagère a considérablement maigri parce que nous sommes commerçants. Quelquefois, on nous tend le doigt accusateur, mais n'oubliez pas que nous sommes consommateurs aussi. Nous sommes ménagères. Si je vends un X bien, je consomme Y bien. Donc, juste quand j'ai fini de vendre, il me faudra acheter à côté pour rentrer chez moi. Donc, je ne peux pas dire que c'est reluisant. Et rassurez-vous, c'est nous qui subissons le courroux social. C'est nous qui nous rendons compte de la réalité de ce que les populations en ont assez, en ont ras-le-bol. Parce que c'est vers nous qu'ils expriment leur colère. Ils ne peuvent pas accéder à un ministre, ils ne peuvent pas accéder à un député, ils ne peuvent pas accéder à un gouverneur, mais ils peuvent accéder aux commerçants. Quand hier, une dame est venue avec 16 000, je dis n'importe quoi, pour prendre son sac de riz de 50 kilos et qu'ils viennent, quand c'est fini, on lui dit que le sac est 26 500. Elle est d'abord ébahie et d'où les violences que nous enregistrons dans les marchés. Les gens sont sur des nerfs, sont sur pression parce que rien n'est abordable. Je dis bien rien n'est abordable malgré les efforts que le ministre de Commerce fait tous les jours pour pouvoir ramener les biens de première nécessité. Qu'est-ce qui a précisément augmenté dans le marché? Parce que jusqu'à hier, on a eu un reportage Canal 2 avec la viande avec hausse et sans hausse, avec pratiquement une augmentation de près de 1500 francs CFA. On a l'huile végétale, on a le riz évoqué et on a bien d'autres denrées. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas, puisque quand on parle de l'huile qui a augmenté, rassurez-vous que le savon aussi a augmenté. C'est ça qu'on appelle les biens de première nécessité. C'est vrai que le sucre dandine un peu, ça veut un peu maintenir son prix, mais jusque-là, le sucre est au-dessus, le plus moins cher, c'est au-dessus de 800 francs le kilogramme du sucre. Avant, on le prenait peut-être dans les 600, 750 et je dis n'importe quoi. Donc, tout a augmenté dans le panier de la ménagère au marché. Là, c'est des produits manufacturés. Quand vous allez pour acheter les patates, par exemple, les patates qu'on ne mangeait même pas avant assez, hein. On nourrissait les chiens avec les patates, mais aujourd'hui c'est devenu un complément de luxe dans des maisons. Et quand vous achetez une patate de 1000 francs, vous ne pouvez pas nourrir 3 personnes avec pour un repas. Et vous comprenez qu'il n'y a plus la notion de substitution. Avant, on appelait les trucs comme le tapioca. Les enfants ont même surnommé ça le sauveur. Venez voir combien la boîte du tapioca a maigri et combien est-ce que l'on vend maintenant 3 à 200 alors que c'était des boîtes de 50 francs avant. Donc je vais dire tout.
même si les produits de nos champs ont augmenté, c'est vrai, on peut assister à l'abondance du plantain un peu ces derniers moments, mais ça ne le rend pas cher puisque la demande converge vers là, puisque le marché que vous voyez là a quelque chose de magique. C'est valable au Cameroun, c'est valable en Afrique, c'est valable partout. Le marché sur la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre est en deçà de la demande sur le marché, les prix grimpent d'eux-mêmes. Qu'on le veuille ou non, et qu'on les encadre ou pas, les prix grimpent d'eux-mêmes. Donc je pense que le panier de la ménagère a considérablement maigri et qu'on ne nous jette plus la poudre aux yeux en disant que les choses ont baissé. Je ne sais pas une seule ménagère, et j'en ai une en face de moi, qui pourra attester qu'il y a quelque chose qui a baissé. Par contre, le pouvoir d'achat, lui, il a stagné, peut-être régressé par endroits, puisque si dans tout ça, quand on payait les fonctionnaires par exemple, on faisait de bonnes affaires entre le 27 et le 5 du mois, et maintenant, c'est tout. Quand il n'y a pas, chez les autres, nous en pâtissons. D'accord. Alors, pour parler de football et parler de l'actualité, il faut avoir quelque chose dans le ventre. Mais lorsqu'on n'a rien, avec cette flambée sans précédent des produits de grande consommation, Marlise, comment on fait? C'est un sujet éminemment préoccupant. Et tous les acteurs sont concernés. Quand je dis tous les acteurs, les commerçants aussi, qui jouent à un petit jeu qu'on connaît aussi et qui n'arrange pas Alice ni moi quand nous jouons ou alors quand nous sommes des consommatrices. J'ai quelques éléments. D'abord, je veux qu'on tombe tous d'accord, c'est difficile pour tout le monde. Extrêmement. Et je voudrais aussi qu'on tombe d'accord sur le fait que c'est difficile partout en Afrique. Parce que j'ai essayé de voir même dans le monde le prix du sucre. Le prix du sucre au Sénégal, au Gabon. Au Gabon même, il atteint les 5 000 francs le kilo. Donc, il y a un réel problème et nous sommes des victimes certainement parce que nous avons une économie extravertie. C'est vrai, il y a eu la Covid qui a impacté forcément sur les marchés. Il y a eu l'Ukraine également qui a impacté de par le monde. Maintenant, il y a fret maritime. Voilà, le transport. Il y a également la hausse du prix des carburants qui a eu un impact direct. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des facteurs qui justifient ou qui expliquent la situation que nous vivons. Alors, quand on est des gens sérieux et quand on est une famille sérieuse, il faut que chacun joue aussi sa partition. Parce que je sais que le ministère du Commerce joue sa partition. On a souvent vu monsieur le ministre et ses équipes se préoccuper en dehors de la communication générale qui a eu lieu en 2022, où il s'est trouvé obligé d'expliquer un peu ce qui n'allait pas, parce que ça devenait fou. Ça devenait fou. Et on sait aussi qu'il tente des actions sur le terrain pour agir sur tel ou tel prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est préoccupé. Maintenant, est-ce que Alice peut m'expliquer, parce que moi je suis nulle en commerce, ne me tente même pas sur ce chapitre-là. Je vais mettre ton argent en péril. Mais je voudrais qu'elle m'explique, qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un qui va chercher du plantain ou des patates dans nos champs ou plantations et qui est donc frappé par l'augmentation du carburant, ça c'est un coup direct qui vient. Alors, cette personne revient, le carburant a augmenté peut-être de 5 000 francs, on va dire ça. Mais il revient avec 40 régimes de plantain. Qu'est-ce qui explique que sur chaque régime de plantain, ils se sentent obligés de doubler le prix? Ça veut dire que, quelque part, en étant un peu patriote, nous pouvons quand même contenir certains prix qui s'envolent au jour le jour. Moi aussi, je fais le marché comme toi, comme elle. Et quand tu arrives au marché, des fois, tu as de l'argent entre les mains et tu ne sais pas
comment faire pour tenir une semaine de marché? Je pense même que beaucoup de ménagères ont un jour de marché. Elles arrivent là tous les jours pour essayer de trouver des solutions pour nourrir leur famille. Donc, c'est un sujet préoccupant, je le redis, et ça demande qu'on... Regardez, les personnes qui habitent nos quartiers et qui ont des échoppes partent du marché Mbopi. Ils achètent un sachet de macaroni ou disons, à 10 francs. Il arrive dans le quartier. Bon, il a peut-être pris un bensikin ou je ne sais pas trop quoi. Il vient, il double pratiquement le prix du sachet. C'est correct? Et qui est en train de pénaliser les populations? Alors, je dis, c'est vrai, c'est catastrophique ce que nous vivons parce que le monde est dans une mauvaise passe, mais je maintiens que nous pouvons trouver des solutions ensemble et de toute façon, le pays n'est pas si laid que ça. Le taux d'émigration ne serait pas celui qu'il est si le Cameroun n'était pas une destination. Alors, Alex, il y a un téléspectateur, le Mopi, qui envoie ce message. Bonne thématique, Lille, s'il te plaît. Ne parle plus de panier de la ménagère, mais de plastique de la ménagère. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de... Vous êtes dans la même lignée au regard du contexte assez difficile où les ménages n'arrivent plus à se nourrir convenablement. Oui, et c'est regrettable parce que le pouvoir d'achat des ménages a stagné, on va nous s'abaisser. Il faut dire que quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de revenus. Hein? C'est-à-dire que les ménages n'ont plus assez de revenus, or l'inflation est galopante. Vous savez, au Cameroun, depuis plus de 30 ans, d'après une étude qui a été menée récemment, l'inflation est de 10% chaque année. Pour dire quoi, si un produit coûtait 3 000 francs sur le marché, chaque année il grimpe de 300 francs. Donc 3 300 francs, 3 300 francs. Au bout de 5 ans, vous trouvez le produit va coûter à peu près 4 500 francs. Alors, pendant ce temps, on va prendre un cas banal, le SMIC, hein, qui est un indicateur. Alors, le salaire minimum intergaranti, qui est resté stable pendant longtemps, de 36 000 quelques. Maintenant, on a 46 000 quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à 40 quelque chose de mille. Donc, le SMIC, en 30 ans, est monté, a grimpé à peu près, on va dire, d'ordre de 12%, 15%. En 30 ans. Vous voyez, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de vie chère au Cameroun si on ne s'attaque pas au problème des revenus. C'est-à-dire les employés dans les entreprises, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir d'achat, quels sont les revenus. Lorsque vous êtes dans une entreprise, une personne qui entre en entreprise commence avec un salaire, pour ceux qui sont chanceux, de 150 000 francs pour les O4 et termine avec 300 000 francs. Son salaire a doublé au bout de 30 ans. Mais seulement, l'inflation, comme l'appliquer sur 30 ans à 10%, l'inflation allait fois 10, fois 30. C'est-à-dire qu'à l'époque, le sac, ce qu'on vendait à 500 francs coûte 4 000 francs CFA. Donc, il est difficile pour s'en sortir. Et ce qui est terrible, c'est que on a tendance à accuser l'extérieur. Comme tout à l'heure, on a parlé de l'Ukraine, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est une fuite en avant. Parce qu'il faut aussi parler d'imposition. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'Ukraine en disant que l'Ukraine est venue pour faire ceci, pour faire cela, c'est mondial. Mais il y a des produits au Cameroun qui sont de la maîtrise de ces produits-là. On aurait pu maîtriser les prix, les coûts. Par exemple, au Cameroun, le blé était produit au Cameroun. Si le Cameroun avait continué avec la politique de production du blé, peut-être que le blé camerounais aurait pu être vendu sur le marché camerounais à un prix raisonnable. Si vous prenez le riz camerounais, s'il y avait une bonne politique de promotion du riz camerounais avec des semences améliorées, peut-être ce riz-là serait vendu à un prix raisonnable sans tenir compte de l'impact extérieur. Parce que l'impact extérieur, vous avez raison, c'est qu'il y a le gouvernement camerounais qui ne crée pas de nouvelles richesses, de un, mais qui est soumis à une forte demande budgétaire. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais, tout récemment, vous avez vu, on a augmenté 3 millions de francs CFA sur l'assise des produits douaniers. C'est-à-dire qu'on a amené un conteneur au port, c'est 3 000 francs CFA. Et c'est ça qui pousse aujourd'hui les brassicoles à vouloir augmenter les prix. Tout ce qui augmente, on ne vous dit pas. C'est parce que le gouvernement camerounais a décidé d'augmenter 3 millions de francs CFA sur l'assise douanière. Pour dire quoi? Si avant on faisait venir un conteneur et que ce conteneur coûtait 10 millions de francs CFA, avec tout, pour avoir au Cameroun, on a augmenté 3 millions de francs CFA. Donc, en principe, les produits contenus dans ce conteneur-là vont avoir une augmentation de 30%.
C'est-à-dire que si un produit importé dans le continent coûtait 1000 francs, il coûtera maintenant 1300 francs CFA. Et généralement sur les produits de grande consommation. Et ça se fait donc ressentir directement sur le panier d'aliments. Parce que quoi? Parce que le gouvernement camerounais, puisqu'on a pris une politique budgétaire qui consistait à dire que bon, on va surtaxer les entreprises, on va avoir une politique d'importation, on va importer et on va taxer au niveau du port. Il faudrait que les douaniers fassent des performances. Les performances qu'ils vont faire ne vont pas être sur les volumes des marchandises importées, mais les performances seront dues au fait sur les coûts, sur le volume, sur la quantité, sur le volume monétique de ce qu'ils auront fait entrer. C'est-à-dire qu'au lieu que le Cameroun, si avant le Cameroun importait 10 tonnes d'huile d'arachide, ok, et maintenant que que dans ces 10 tonnes d'huile d'arachide, le Camerounais gagne, la douane recevait 10 millions de francs CFA. Au lieu qu'on se dise qu'il faut peut-être importer 20 tonnes d'huile d'arachide, afin qu'il y ait une bonne offre sur le marché, une forte offre va faire la demande va baisser, mais le Cameroun va vouloir obtenir 20 millions de francs CFA avec les 10 000 tonnes d'huile qu'il importe toujours. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va donc augmenter les frais de douane, et ces frais là va se répercuter sur le consommateur, et nous aurons donc des galopants. Alice, aujourd'hui, au regard des explications données par les uns et les autres, on vous a quand même accusé aussi d'exagérer dans la ration, c'est-à-dire que si on augmente le carburant de 500, vous mettez plutôt à 2000, et ça a un impact sur le panier de la ménagère. Oui, c'est vrai, on ne peut pas boire le caddie de qui que ce soit, mais heureusement, l'honorable Marlise a reconnu qu'elle n'est pas commerçante. Il y a ce que nous appelons les éléments de coût, qui ne sont pas seulement le prix d'achat. Dans le prix d'achat, il y a certes le transport, il y a le stockage. Une dame qui a vendu son poisson hier et qui n'a pas pu garder le reste parce qu'il n'y a pas de la lumière pour garder le reste, va le jeter. Et le lendemain va se rattraper parce qu'elle ne va pas quitter la scène. Quitter la scène veut dire qu'elle fait déjà un commerce de subsistance elle aussi. Donc on ne nous favorise en rien. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Le gouvernement camerounais a ligne pour ligne de conduite la baisse des prix de première nécessité. C'est un slogan creux. Parce que si on veut baisser les produits de première nécessité et qu'on augmente les taxes par ailleurs, qu'on augmente les impôts par ailleurs, qu'on augmente la douane par ailleurs, que le transport maritime ne dépende plus de nous, nous avions nos bateaux avant, ils ne sont plus là, et que rien ne dépende plus de nous, et que toute notre consommation, comme vous l'avez si bien dit, est tournée vers l'extérieur. En revenant sur les produits qu'on part au champ ici acheter et que nous venons doubler les prix, vous pensez que les vendeurs du champ n'ont pas doublé les leurs? Vous connaissez combien coûte le sac d'engrais maintenant? Il y a quelques années, c'était 18 000 que ma mère me demandait. Elle demandait à chaque période de culture, il me faut peut-être 4 sacs pour fertiliser mon champ. C'était 18 000 francs et j'ai donné 18 000 francs fois 4 plus son transport pour qu'elle aille chercher l'engrais. Aujourd'hui, le même sac est à 45 000. Vous pensez que quand elle va finir de produire son maïs et qu'elle va continuer à vendre le seau de maïs à 1500 francs? Non. Même dans mon village à Bouddha, qu'on dit le grenier du pays, le seau de maïs est déjà il va chercher déjà dans les 8000 francs. Donc il faut qu'on comprenne qu'il y a une réalité. La réalité est mondiale, comme vous l'avez dit. Parce que je refuse la communication politicienne qui veut qu'on dise que c'est plutôt le Cameroun qui est en train de s'enfoncer. Non. Il faut qu'on reconnaisse que il y a eu l'inflation sur le plan mondial, et dès lors que nous dépendons à 85 au moins % de nos consommations est tournée vers l'extérieur, à ce moment il fallait trouver d'autres leviers sur lesquels on peut actionner pour que le prix soit ramené. Dans certains pays comme le Sénégal, on a subventionné
les produits de première nécessité. Ça, c'est un discours qu'on ne songe pas chez nous, ça ne passe pas. On ne peut pas subventionner parce que, dit-on, le commerce même appartient à certaines catégories de personnes qu'on n'aime pas trop et qu'on ne peut rien faire pour eux d'une manière officielle. Ça, entre guillemets, ça se dit. Donc, il y a cette subvention qu'il n'y a pas. D'autre part, quand il y a de l'inflation, c'est les revenus qu'on doit augmenter. Nous ne sommes même pas là. Je suis une syndicaliste. J'ai toujours dit, le jour où j'écrirai ma pancarte pour descendre sur la rue, vous serez surpris de voir que je réclame le salaire des fonctionnaires ou des gens qui sont dans les entreprises. Parce que quand ils sont en santé là-bas, ça se répercute sur nous. Nous sommes le baromètre social. Nous sommes l'amortisseur social. Quand on est repris de justice et on n'a plus rien à faire, on songe à faire sa part de commerce. Mais on ne bénéficie d'aucun égard, d'aucun entretien, de rien du tout. Quand j'ai encaissé aujourd'hui, je dis ma foi, un billet de 10 000 francs qui est faux parce que je ne pouvais pas allumer mon testeur pour le tester. Les 10 000 francs là doivent être répercutés dans ce que j'appelle charge de gestion chez moi. Et puis je dis, pour que je subsiste dans mon affaire, il faut bien que ces calculs soient minutieusement faits et que j'introduise toutes ces charges. Quand la police va me persécuter en route et pour rien, il va récupérer sa part de 1 000 francs par derrière ou de 5 000 ou pour quoi que ce soit. Ça sera répercuté sur ce revient-là. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Je veux bien que nous tous on mette la main dans la pâte. On veut accompagner le gouvernement à pouvoir chercher des solutions. Mais mettez-vous dans la tête que la philanthropie n'est pas commerce. Quand on dit commerçant, ça veut dire j'achète, je spécule même à la limite parce que je dois acheter quand c'est moins cher pour vouloir vendre quand c'est rare. Et c'est dans ce cas-là que je réalise un bénéfice, que je paye mon personnel, que je paye mes loyers, que je paye mes impôts et pour me payer encore et survivre aussi. C'est de ça qu'il faut parler. Le droit accusateur qu'on tend aux commerçants, c'est encore, comme il a dit, une fuite en avant parce que nous sommes juxtaposés à vendre les mêmes choses nous-mêmes. Si quelqu'un vend plus cher et que son vis-à-vis n'est pas autant méchant que lui, on achèterait chez son voisin. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on se parle le franc langage et quand on aura le franc langage, on pourra dire à l'État du Cameroun, par exemple, en 2008, il y a eu les événements de la faim. Et le chef de l'État est sorti. Il a créé des trains de mesures pour pouvoir juguler cela. Maintenant qu'au niveau des livres, au niveau des décrets, au niveau des arrêtés, au niveau de tout cela, c'était sorti. Mais dans la pratique, on a eu quoi? On a eu le tourner en ronde habituel. Parce que le chef de l'État avait créé ce qu'on appelle la MIRAP. La MIRAP, c'est la mission d'approvisionnement des biens de première nécessité. Où sont les entrepôts de la MIRAP? Parce que si la MIRAP avait ses entrepôts, Maguedjo, en spéculant sur son riz qu'elle a gardé pour vendre très cher, la MIRAP sortirait son stock qu'il a prévu parce que la MIRAP devrait prendre les statisticiens pour savoir que les Camerounais consomment tel tonnage de riz, tel tonnage de maquereau, tel tonnage de haricots, et puis équilibrer le marché. Et c'est ça le rôle de l'État, la redistribution. C'est ça l'État. Or, si l'État n'a pas pu faire cela, il ne peut pas s'en prendre aux commerçants qui vivent au jour le jour et ne demandent qu'à subsister. Des gains. Il y a justement votre analyse qui permet à ce téléspectateur Vicenzo depuis Yaoundé de vous poser cette question, honorable Marlise Bell. Comment donc comprendre l'extrême faiblesse des mesures d'accompagnement après les batteries de mesures annoncées par le gouvernement camerounais pour lutter contre la vie chère? D'abord, je suis édifié parce que effectivement, j'ai dit que c'est pas mon rayon, pas mon rayon. Et c'est la raison pour laquelle je dis que pour ce type d'émission, il faut faire appel à des professionnels. Parce que quand on n'est pas un professionnel, on ne peut pas avoir les données justes, on ne peut pas avoir une information efficiente. Alice est professionnelle et elle vit au jour le jour cette réalité qu'elle nous décrit là. Bon, mais seulement je voulais lui, avec sa permission, lui dire que j'ai pas beaucoup aimé son allusion
à ce peuple qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas et qu'on ne veut pas aider. Vous n'êtes pas les seuls producteurs de produits de première nécessité dans notre pays. Agricoles, les produits agricoles dans notre pays. Il y a tout comment on appelle ça, tout le centre. Oui, tout le Grand BAM, tout le centre et aussi le Grand Nord, qui sont aussi des producteurs. Donc, vous ne pouvez pas dire que ces mesures-là ne sont pas en fait activées parce qu'il y a une partie de la population camerounaise qu'on n'aime pas. C'est pour ça que c'est pas très, c'est compris. Bien. Allez-y pour répondre. On s'est compris, Alice. Se comprend très voilà, bien. Très bien. Et je pourrais encore dire et appuyer sur cela. C'est mieux qu'on ne reste pas dit pour évoluer. Non, mais je pense que c'est important qu'elle ne le répète pas, parce que si c'est ce genre de débat qui dévie les vrais débats. Nous étions dans le vrai débat et tu essayais de m'expliquer comment ça fonctionne. On a déjà compris, évoluons. Maintenant, il y a des mesures, mais il y a une faiblesse de ces mesures du gouvernement camerounais qui n'arrive véritablement pas à c'est la perception des acteurs sur le terrain que toutes ces batteries de mesures qui sont prises. Prises pourquoi? Parce qu'il y a effectivement l'observation, l'analyse et on arrive à des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Mais on se rend compte que les solutions n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Les remediation plans ne font pas évoluer les plans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ça la grande question. Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça coince? Qu'est-ce qu'on peut véritablement... quels sont les leviers qu'il faut absolument... Parce que nous sommes tous en souffrance par rapport à cela. Je laisse le monde dans le monde. Je m'occupe de mon triangle national et effectivement cette réflexion me paraît extrêmement importante, sans culpabiliser les uns et les autres, mais je pense que ça a un intérêt très important qu'on arrive à activer ou alors à accélérer. Peut-être que les choses sont effectivement mises en place, mais il y a des freins qui empêchent le succès ou la réussite. Mais c'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. Alice Ngepi, aujourd'hui, c'est difficile de voir une famille manger 3 fois par jour. Hein. Parfois, même une fois, c'est vraiment l'exploit. Il faut que la femme de la maison ou bien le mari trouve une gymnastie dans le cerveau pour pouvoir résoudre l'équation de mettre quelque chose dans la marmite. Et il y a eu l'assurance des membres du gouvernement en disant on a augmenté les salaires de 5%, on a essayé de mettre les ventes promotionnelles par le ministère du Commerce, etc. Mais toujours est-il, jusqu'à présent, tout le monde pleure. Oui, je vous dis, notre gouvernement a la fâcheuse façon de donner des solutions cosmétiques qui ne vont durer qu'une ou 2 journées. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas parler de baisse des prix, de maîtrise du pouvoir d'achat, lorsque vous êtes en train d'augmenter les droits d'assises au niveau du port. C'est pas possible. Parce qu'il faut subventionner les produits. L'État lutte contre l'inflation par plusieurs mesures. L'État passe par la subvention. La subvention que l'État accorde peut dire qu'au niveau des douanes, au niveau de la douane, on peut décider de baisser les prix des frais de douane pour les produits de grande consommation comme le riz, comme le blé, comme le maïs, comme le sucre. Okay? En le faisant, cela va se répercuter sur les de la ménagère. Et donc l'État va donc encourager les Camerounais à aller donc importer ces produits-là pour le Cameroun en baissant les frais de douane. Et même au niveau des revendeurs, des distributeurs, l'État au niveau de la fiscalité va essayer de baisser le coût fiscal, les charges fiscales que ces revendeurs ont à payer. Il s'avère que notre pays, notre État, notre gouvernement ne crée pas de nouvelles richesses. Vous voyez, les richesses, il n'y a pas de création de nouvelles richesses. Donc du coup, avec la forte demande budgétaire, avec le train de vie de l'État qui est inimaginable, avec les dépenses fabuleuses qu'il faut, il faut maintenir ce train de vie. Donc l'État est donc obligé de tenir un discours pompeux disant on va maîtriser les prix, on va baisser on va essayer de faire des réunions, par exemple, pour dire voilà. Pour maîtriser l'inflation, mais dans la réalité, l'État ne fait qu'accentuer l'inflation. Et c'est malheureux parce qu'en fait, c'est parce que l'État n'a pas, notre gouvernement n'a pas une vision
à long terme. Hein. On ne peut pas vouloir lutter pour ce genre de cas en prenant des solutions en disant qu'on va créer X ou Y, on va créer, comme on dit, des coopératives de vente de ceci ou de cela. Non. Je vais rappeler aux gens, le Cameroun est là à plusieurs problèmes. La balance commerciale camerounaise aujourd'hui, elle est 2 milliards de francs CFA. Les différentes balances commerciales camerounaises. Alors, on peut lutter contre l'inflation, même à partir de l'importation. Hein. L'État peut décider de faire entrer des produits à l'intérieur et que ces produits puissent être tellement nombreux que les coûts vont baisser parce que la demande va diminuer. Il savait que lorsqu'il y a peu de produits, l'offre est peu, la demande est élevée, donc les coûts augmentent. Le ministre ne pourra pas dire qu'il va fixer les prix avec un arrêté, ça ne marche pas comme ça. Donc, même pas l'important pour le faire. Mais ce ne sont pas les solutions qui sont bonnes parce que quand vous importez trop, vous tuez aussi l'économie locale. Parce que si on a un mode import-substitution. Ça vous... Oui, allez-y. Import-substitution ou à l'agriculture de seconde génération. Vous avez déjà laissé ce vocabulaire tomber. Voilà là où devait dépendre notre autosuffisance pour l'alimentation. Tant qu'on dépendra de l'extérieur et que les gens aient fermé leurs usines pendant Covid-19 et qu'ils reviennent pour réallumer leurs usines, pour laver, pour remettre en marche, ce coût-là est répercuté sur ces ventes. Et les ventes qui ne seront pas tendres. Quand nous achetons à l'extérieur, pour que ça arrive dans nos magasins, c'est plus du prix d'achat là qui s'augmente dessus, comme M. Nguepi le dit, en termes de droits d'assises, en termes de douane, en termes de TVA, vraiment, et en termes de tout cela, qui viennent renchérir. Je disais que si l'État pense que les commerçants ne font pas grand-chose, la MIRAP est encore là, on n'a pas encore enlevé, qu'il interjecte les commandes en insistant sur l'impôt de substitution que vous dites là. Car les trucs produits au Cameroun sont sur le rayon plus cher. Le made in Cameroun est plus cher sur nos rayons. Le riz d'Indop dont il a fait allusion, c'est 4 000 francs plus cher sur le sac que le riz importé. Pourquoi? Parce que les autres font des économies d'échelle. Et puis, la région de Ndop là, il y a quand même une guerre qui n'est pas finie là-bas. Et vous pensez que le fait que ces mamans ne peuvent plus aller au champ en plein temps, il y a un lundi qu'on ne doit pas bouger, et ça a un coût. Et ce coût-là doit se répercuter sur le peu du travail qu'ils feront. Il n'y a pas que le riz qui vient de là-bas, il y a le taro, il y a tout autre aliment qui pouvait nous épargner de manger ces riz-là, qui étaient les derniers aliments avant. Moi, je pense que la solution est sur le fait que si l'État dit qu'il va accompagner les gens à faire de l'import-substitution, qu'ils le fassent pour de vrai. D'accord. Oui, je dis en quelques mots. Oui. Non, en fait, je dis, n'est-ce pas, l'import-substitution, ce sont tous des mots. En fait, c'est une programmation. Vous comprenez? Il faut que l'État, le gouvernement apprend à travailler sur une programmation, sur une période bien déterminée. On peut décider, pour un premier temps, de faire entrer les produits de grande consommation, de baisser les droits d'assises, de baisser la douane, de réduire la fiscalité pour certains produits bien particuliers, parce qu'on veut réduire l'inflation au niveau du Cameroun. Vous comprenez? Ça, c'est une vision, mais cette vision, elle doit être à court terme, pour une durée bien précise. Maintenant, parallèlement, on cherche à voir comment on va donc financer l'investissement pour l'import-substitution. Parce que l'import-substitution, ce n'est pas non. En fait, elle coûte souvent plus cher, l'import-substitution. Les produits au Cameroun, quand on produit un produit au Cameroun actuellement, s'il n'y a pas l'énergie, parce qu'il faut la maîtrise énergétique, il faut la maîtrise des infrastructures, s'il n'y a pas, si par exemple, une personne décide par exemple de financer un projet agricole à Yabassi, le projet pour Yabassi, et qu'il n'y a pas d'infrastructure de transport pour les zones, pour les centres urbains, ça ne marchera pas. Je vais vous dire, notre vice-président, Louis Maïgate, a fait une sortie où il dit 43% des denrées agricoles pourrissent dans les champs. Ça veut donc dire quoi? Au niveau du Cameroun, si déjà on réussit à mettre sur des infrastructures adéquates qui permettront à ce que tous les denrées, tous les produits agricoles qui sont produits à l'intérieur puissent aller dans les lieux du marché, ça va résoudre un problème. Il a parlé de la bourse agriculture, parce qu'il y a des gens par exemple qui produisent comme par exemple la tomate qui a une durée de vie
de 2, 3, 4 jours. Mais souvent, quand ils produisent, ils n'ont pas un marché, ils n'ont pas là, ils vont revendre ces produits-là. Pendant ce temps, quand les productions pourrissent dans X marché, ailleurs, les gens ont besoin. Donc, il y a toute une réflexion à faire dessus. Mais, je dis, on ne va pas parler de la maîtrise des coûts, parce que c'est ça que les questions en réalité, c'est comment faire pour maîtriser les coûts. Si on n'a pas une politique d'investissement... C'est compris, vous l'avez déjà dit. C'est compris, Alex Guépi, vous l'avez déjà dit. On va faire un dernier tour de table pour sortir, puisqu'il ne nous reste plus que moins de 5 minutes, tel que précisé par la réalisation Colas Montois et René Djoubo de l'autre côté. C'est grave, la situation est complexe. On s'est tourné vers les membres du gouvernement, mais les choses ne s'améliorent pas toujours sur le terrain. À court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moins pour nourrir les familles. Je pense qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que, comme je disais, chaque acteur reste dans un couloir et assume sa responsabilité dans son couloir. Le syndicat, par exemple, dans un marché aussi riche, je pense que c'est le marché le plus riche. Pourquoi est-ce que le syndicat n'encouragerait pas les commerçants à se mettre ensemble pour mettre les poteaux de lumière? Ça coûte quoi? Puisqu'on les met dans les domiciles. On les met, oui, si c'est important, si c'est si important, je ne pense pas qu'en vous mettant ensemble, vous ne pourriez pas mettre 2, 3, 4, 5 poteaux, premièrement. Deuxièmement, si vous êtes toujours concerné, assistez aussi les commerçantes qui sont en difficulté. Vous me disiez, quelqu'un qui n'a pas vendu son poisson, le poisson pourri évidemment, et donc sur le marché qui suit, il essaye de rattraper la perte subie le jour précédent. Pourquoi il ne fume pas son poisson, par exemple? Il y a la demande aussi sur le marché qui est péniquante. Oui, mais on mange aussi le poisson fumé. Tout le monde ne mange pas ça. Non, pas tout le monde. Voilà. Mais il y a des gens qui mangent le poisson fumé. Au lieu donc de laisser pourrir le poisson, il faut du bois je pense que aussi, ça. Oui, mais il vaut mieux le fumer et le vendre. Et je vais continuer pour dire que tu te plaignais des 10 000 francs que tu as perdus. Mais moi, je pense qu'à force de perdre 10 000 ou 20 000 francs tous les jours, il vaut mieux que tu prennes un petit groupe. Ça va te coûter quelque chose, c'est vrai, mais si tu dois perdre... Merci beaucoup. Non, mais c'est des solutions possibles. Puisque dans tout le marché Congo, tout le monde a un groupe. Avec le carburant qui est cher. Non, je ne dis pas. Attendez. Est-ce que vous savez comment la promiscuité et ces groupes-là qui ronflent à longueur de journée et le carbonique qui donc tu préfères perdre tes 10 000 et nous facturer ça. Justement, on ne peut pas chercher les solutions de papoter. On appelle ça des mesurettes. On appelle ça des mesurettes, mais au moins ça permet de passer des caps. Mais Alice, on a besoin vraiment d'une solution... pas individuelle, mais il faudrait quand même... Bien sûr que oui. Pour que le panier de la ménagère remplisse, il faut que l'État du Cameroun comprenne que c'est lui qui est en charge de la redistribution et qu'on devrait pouvoir subventionner. Il faut faire du protectionnisme, il faut subventionner. Les Gabonais se nourrissent ici plus que nous. Quand ils viennent pour rafler tout ce que nous avons, il y a dans chaque pays, il y a des mesures de protectionnisme. On essaye de voir dans quelle mesure. Je prends l'exemple. On a augmenté le cacao, tout le monde est content. Mais ceux qui transforment le cacao, vous savez quels seront leurs prix de revient maintenant? Parce qu'ils vont acheter le cacao cher. Donc, il va falloir les subventions pour les biens de première nécessité. Il va falloir une fiscalité adaptée à ceux qui vendent ces biens de première nécessité. Enfin, il faut que l'État réduise son train de vie pour investir sur l'import substitution. Vraiment une seconde, hein, Alex Guépi, parce qu'on a fait des propositions. Une seconde. SDF propose quoi en une phrase? Bon, écoutez, notre OSDF lutter contre les pertes de post-récolte, subventionner l'agriculture sous forme de prime à la production. Il y a plusieurs méthodes de finances qui peuvent être mises sur pied, promouvoir les semences améliorées. Donc c'est une sortie que nous avons fait dessus. Mais au-delà de ça, c'est terminé. C'est terminé, malheureusement. C'est pour ça qu'on demande d'être précis et concis et de ne pas revenir sur les mêmes arguments. Ça permet d'évoluer dans la thématique.
Alex Nguepi, secrétaire régional à la communication SDF Région Littorale, merci d'être venu. Marlise Doualabel, femme politique RDPC, ex-députée de la Nation, merci de votre disponibilité. Alice Maguedjo, présidente des commerçantes détaillantes du Vouri, association des commerçants dynamiques du marché Mbopé. Beaucoup de courage à vous. On espère que les politiques nous ont suivis ce soir et même les autorités de la ville de Douala pourront venir résoudre le problème du côté du marché Mbopi. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres toute cette semaine. Le programme, on le sait, vous exigez que ça soit 1h30. On verra ça avec la direction générale conduite par Joseph Photo, mais toujours est-il, ici, il faut aller directement à l'argument. Juste derrière, c'est le 19h50. Je l'ai dit, on dédie cette émission à notre collègue qui entame depuis cet après-midi la marche vers l'éternité. Turbo, notre turbo à nous, repose en paix. Bonsoir. Bonsoir.